conséquence d'une épidémie qui nous frappe maintenant depuis un an, avec cette dissémination mondiale dans une population qui, à la base, n'était pas protégée. Alors, le tableau clinique est tout à fait particulier pour ce qu'on appelle le Covid. Vous m'excuserez, mais moi, je n'arrive pas à dire la Covid. J'ai trop pris l'habitude de dire le Covid, avec à la fois des personnes qui sont tout à fait asymptomatiques, d'autres personnes qui vont développer juste, entre guillemets, des troubles du goût ou de l'odorat, et puis à côté de ça, des personnes qui vont avoir un syndrome grippal qui risque, dans 15% des cas plus ou moins, de se compliquer de pneumonie sévère nécessitant une hospitalisation, avec malheureusement un décès dans un certain nombre de cas également. Donc vraiment une diversité des tableaux allant du tout à fait asymptomatique au cas le plus critique. Et vous le savez, ce qui a engendré toutes les mesures, c'est ce fameux concept de saturation des hôpitaux. En effet, on a vraiment, et on l'a vécu, nous, à l'hôpital de l'Intérieur, avec cet afflux de patients arrivant aux urgences avec la même pathologie, ce qui a nécessité que nous vidions littéralement, je n'ai pas d'autre mot, des unités de soins pour pouvoir y mettre des patients Covid. Et donc, on a vraiment rempli les hôpitaux de patients de Covid avec aussi des séjours qui sont prolongés. Donc, voilà, ça a eu énormément d'impact et ça en a toujours sur le quotidien suite à toutes ces mesures. Alors, si on reprend la situation, ben ça, ce sont les chiffres d'hier. Le Covid a causé plus de 2 500 000 morts. On est à près de 2 600 000 morts. Et en Belgique, nous avons franchi malheureusement la barre des 20 000 décès avec 22 196 décès et surtout au total 57 000 patients qui ont été hospitalisés. Le nombre de cas est peu révélateur vu que vous savez qu'au fur et à mesure de l'épidémie, les critères de testing ont varié. Au début, on ne testait que les patients sévères. Maintenant, on a tendance à tester beaucoup et tant mieux. Ça permet de mieux dépister. Mais donc, cas, ça n'est même pas le bon terme, c'est plutôt un test qui est positif. Alors, si on veut comparer aussi l'impact du Covid par rapport aux autres maladies en Belgique, en termes de mortalité, c'est un graphique qui est repris du site national de statistiques belge. Vous voyez que la première cause de mortalité en Belgique, ce sont les maladies de l'appareil circulatoire, suivi ensuite de tout ce qui est tumeur, cancer. Et en troisième position, si on compare avec l'année passée, eh bien, il y a le Covid. Donc, il y a quand même une mortalité qui est proportionnellement par rapport aux autres maladies qui reste quand même importante. Et vous le savez aussi, ça, ce sont les courbes de mortalité sur différentes années jusqu'en 2017. Et donc, on a vraiment eu deux énormes pics, la première vague, la deuxième vague. Et ici, ce pic correspond à la vague de chaleur. Vous savez, quand les vagues de chaleur sont importantes, malheureusement, des personnes âgées décèdent également suite à des problèmes de déshydratation. Et donc, le Covid, non seulement a sa propre morbidité, a sa propre mortalité, mais toutes les mesures qui ont été prises pour justement enrayer sa propagation, eh bien, elles ont eu et elles ont également des conséquences qui ne sont absolument pas négligeables, avec pour certains des pertes de revenus, pour d'autres des gros soucis au niveau de sociabilité. Au niveau scolaire, c'est quand même assez compliqué, que ce soit en humanité ou dans les études supérieures. Et puis, la pression au sein des hôpitaux avec pas mal quand même de burn-out. Bref, il y a quand même énormément de conséquences et on le constate dans tous les pays qui sont confrontés à cette pandémie. Donc, un des espoirs, un des grands espoirs, c'est et ça reste la vaccination. Alors, la vaccination, il faut savoir que dans l'histoire de la médecine, cela reste vraiment l'une des interventions de santé publique qui reste les plus efficaces et qui présente le meilleur rapport coût-efficacité. Ça n'est pas nouveau, c'est grâce, pardon. Si on voit ici, vous voyez plein de maladies infectieuses, que ce soit la diphtérie, que ce soit la rougeole, les oreillons, la coqueluche, la polio, bien évidemment. Si nous n'avons plus de polio en Belgique et en Europe, c'est grâce à la vaccination. La variole, c'est l'exemple le plus typique, mais clairement, c'est la seule d'ailleurs maladie infectieuse qui a été complètement éradiquée, c'est grâce à la vaccination. Et donc, vous voyez qu'en termes de nombre de malades, il y a des diminutions drastiques grâce à la vaccination, mais que cela a un impact aussi en termes de mortalité. Et dans les pays où le taux de vaccination n'est pas bon, comme par exemple au Congo, si on prend avec la rougeole, on voit qu'il y a encore des décès, en particulier une mortalité infantile qui est importante
parce que malheureusement, il n'y a pas un accès à la couverture vaccinale telle que nous l'avons maintenant. Et aussi un exemple, l'hépatite B. Il y avait avant beaucoup d'hépatite B dans le contexte des soignants, parce que c'est une maladie qui peut se transmettre également par le sang. Et donc, grâce à la vaccination, on a également fortement diminué les hépatites B et les greffes aussi pour hépatite B fulminante. Donc, la vaccination, c'est un, j'ai envie de dire, c'est un bien précieux, aussi bien quelque part que l'eau potable en termes de santé publique. Et chaque année, il y a environ 200 à 300 millions de doses, donc c'est énorme, hein, 200 à 300 millions de doses qui sont administrées de par le monde en termes de vaccins, et la plupart sont administrées à des enfants, avec une petite parenthèse, malheureusement, il y a encore trop d'enfants qui ne bénéficient pas de vaccins. Alors pourquoi j'insiste sur ce chiffre de millions? Parce que lorsque l'on va parler des effets secondaires, vous allez voir qu'on a quand même un recul de façon générale assez important sur les vaccins, et ça permet d'un petit peu mieux situer. Alors, le vaccin Covid. Donc, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est quoi? Ça, c'est le virus. Donc, le virus, il s'appelle donc le coronavirus, vous le savez bien. Et pourquoi corona? Il y a le mot couronne dedans, parce que le virus, en fait, il est composé d'un matériel génétique qui est ce qu'on appelle de l'ARN, et il est composé d'une, bon, je schématise, hein, d'une couronne de protéines, donc cette protéine S, et la protéine S, c'est vraiment la clé qui permet au virus de rentrer dans nos cellules. C'est grâce à cette protéine S qui va aller s'accrocher à des récepteurs que nous avons naturellement sur certaines de nos cellules. Il va y avoir vraiment un accrochage et le virus va pouvoir pénétrer dans les cellules. Et donc, cette protéine S, c'est à la fois ce qui caractérise le virus dans sa structure quand on le regarde, mais c'est vraiment également la clé du succès, en fait, pour le virus. Et donc, tous les vaccins vont avoir Ah, pour but de montrer cette protéine S-là à notre système immunitaire. Et donc, notre système immunitaire, lorsqu'il va voir cette protéine S, il va se dire c'est quelque chose d'étranger, c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'organisme et donc je vais devoir me défendre. Donc, il va apprendre à la reconnaître, il va apprendre à se défendre, et lorsqu'il sera confronté réellement au virus, toujours entouré de cette fameuse protéine S, eh bien, il sera prêt à nous défendre. Et donc, si on devait schématiser, le but du vaccin, c'est de donner un petit peu d'avance à notre immunité. C'est de permettre, lorsque l'on va rencontrer le pathogène, lorsqu'on va rencontrer le virus, eh bien, d'être prêt, déjà prêt, pour pouvoir se défendre. Alors, ce qui intrigue beaucoup de monde, c'est le fait qu'on ait si rapidement développé des vaccins. Et clairement, oui, on peut le dire, il y a eu une course effrénée aux vaccins. Et donc, comment a-t-on pu aller si vite? Il faut savoir que cette situation, clairement, elle est inédite, mais tout a été inédit. Le 31 décembre, l'OMS déclare la survenue d'une épidémie, à l'époque on disait de pneumonie d'allure virale d'étiologie inconnue, mais même pas quelques semaines, quelques jours après, on annonce la découverte du nouveau virus. Au départ, on l'avait appelé 2019 nCoV et puis c'est devenu SARS-CoV-2 en lien, en rapport avec le SARS-CoV, le premier SARS-CoV. Mais très, très, très rapidement, la séquence complète du génome, donc le matériel génétique, ce que je vous disais qui était à l'intérieur du virus, en fait, a été partagée. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a déjà eu des épidémies avec un virus, un coronavirus, et c'était en Asie également. Donc, il y a eu le MERS et puis il y a eu le SARS-CoV. Et donc, dans les pays asiatiques, et en particulier en Chine, ils ont l'habitude, ils travaillaient déjà sur la famille des coronavirus. Et donc, très rapidement, ils ont partagé de façon mondiale la séquence complète du génome, ce qui fait que les laboratoires, certains laboratoires qui travaillaient déjà sur des vaccins pour aussi d'autres maladies, eh bien, ont rapidement travaillé à l'élaboration de vaccins contre le SARS-CoV-2, en particulier Moderna, qui est une des premières firmes à avoir mis sur le marché, entre guillemets, un vaccin, et CanSino en Chine. Et donc, CanSino a également vacciné très rapidement en Chine. Et donc, vous voyez qu'entre le moment où on déclare qu'il y a une pneumonie d'origine indéterminée et le moment où on démarre les premiers essais cliniques, il n'y a en fait que 3 mois.
Et les grosses phases, les grosses études de phase 3, elles ont commencé en juillet, ce qui a permis en décembre d'autoriser l'utilisation d'un des tout premiers vaccins Pfizer, suivi quelques jours plus tard du Moderna et puis de l'AstraZeneca, et il y en a d'autres qui vont suivre. Et donc, pour rappel, tous les vaccins vraiment ont pour but de montrer à l'organisme cette fameuse protéine spike que vous voyez ici. Alors, pourquoi ça a pu aller si vite? Tout d'abord, il faut savoir comment on arrive à fabriquer, ou en tout cas à mettre sur le marché, tant un vaccin qu'un médicament. Pour ce faire, dans les études cliniques, il y a toujours plusieurs phases. Il y a d'abord les études dites expérimentales, qui ne sont pas sur l'être humain, et puis il y a l'étude de phase 1, de phase 2 et de phase 3. L'étude de phase 1, c'est la toute première phase sur un très petit nombre de personnes, à la fois pour voir la meilleure dose et aussi surtout pour voir l'innocuité d'un médicament. Quand on a fini cette phase-là, on attend d'analyser, on attend de publier les résultats, on passe à une étude de phase 2, où là, le nombre de patients ou de volontaires sains est un petit peu plus important. À nouveau, on attend de finir l'étude, on attend de publier les résultats, et lorsque cette phase est terminée, on commence la phase 3. Et la phase 3, c'est vraiment la phase la plus importante parce qu'elle permet, sur un nombre beaucoup plus important de patients, de vraiment, lorsque l'on a trouvé la dose, lorsque l'on connaît les effets secondaires, eh bien, d'étudier l'efficacité ou pas d'un médicament ou d'un vaccin. Et normalement, ça n'est que lorsque la phase est terminée qu'on publie les études et puis qu'on soumet un dossier aux autorités régulatoires, que ce soit l'AFDA pour les États-Unis ou l'Agence européenne des médicaments en Europe. Et à nouveau, ces agences-là prennent le temps de répondre, et lorsqu'elles donnent l'autorisation, ça n'est qu'à ce moment-là que les entreprises commencent à fabriquer. Et donc, vu qu'à chaque fois, on attend un certain temps avant de passer à la phase d'après, c'est comme un train, on passe d'un wagon à l'autre seulement lorsqu'on a traversé tout le wagon, eh bien, plusieurs années s'écoulent. Ici, vu la situation inédite, il y a eu déjà des milliards qui ont été injectés, tant par les États-Unis que par l'Europe, différentes collaborations entre différentes firmes, entre des firmes et des universités, entre des petits laboratoires et des gros laboratoires. Et donc, lorsque les premiers résultats sortaient d'une phase, la firme n'attendait pas la publication, etc. À partir du moment où ils étaient sûrs que, entre guillemets, tout allait bien, hop, ils passaient dans le wagon suivant et entamaient la phase suivante. Et donc, la phase 3 a débuté alors que la phase 2 n'était pas terminée. Et surtout, il y a quand même eu une prise de risque parce qu'avant même de savoir si tout fonctionnerait bien, s'il y avait une autorisation, eh bien, les chaînes de production se sont mises en place, tout ça pour gagner du temps. Et autre grand changement, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle un rolling review, c'est-à-dire que tous les mois, les informations étaient envoyées déjà à la FDA et à l'EMA. Ce qui veut dire que lorsque l'étude de phase 3 s'est terminée, lorsque, vous l'avez entendu, lorsqu'il y a eu les premiers effets d'annonce fin novembre, début décembre, avec les efficacités des premiers vaccins, en fait, déjà tous les résultats était à disposition de la FDA et de l'EMA, ce qui a permis à ces autorités-là de rapidement donner une réponse dans ce cas qui était favorable. Mais donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'à aucun moment, vraiment à aucun moment, on a lésiné sur la sécurité, sur les exigences légales de qualité, de sécurité et d'efficacité. La preuve en est, vous l'avez appris, Sanofi Pasteur, son vaccin n'était pas suffisamment efficace et malgré aussi les investissements qui ont eu lieu, malgré le fait qu'ils étaient déjà dans des phases avancées, ils ont arrêté. L'autre gros phénomène, j'ai envie de dire, qui a permis d'aller très vite, c'est que la plupart des entreprises, des firmes, des universités ont utilisé ce qu'on appelle les nouvelles plateformes vaccinales, à savoir les vaccins ARN messagers et les vaccins à vecteurs viraux, dont je parlerai par la suite. Et il faut savoir que ces techniques-là, comme elles sont rapides, eh bien, ça fait déjà plusieurs années que l'OMS avait dit en cas de pandémie, ce seront les outils qui permettront de développer rapidement un vaccin. Je vous passe après les détails parce que ça, peu importe, mais savoir que vous le savez, c'est l'Europe qui a négocié avec les firmes pour avoir des stocks de vaccins, des achats de vaccins
et les doses ont été ensuite réparties pour les différents pays en fonction de la population. Et donc, Pfizer, normalement, est censé nous livrer 5 millions de doses, Moderna 2 millions et AstraZeneca plus de 7 millions. Il y a également des commandes qui ont été faites pour Janssen et Janssen, qui va être le prochain, et CureVac, qui est encore en phase d'étude. Et donc, tout a été vite. Également, dans l'administration des vaccins, pour comparer ici, le 10 janvier, il y avait déjà 23 millions de doses qui avaient été administrées, en sachant que les premiers qui ont commencé, c'est la Grande-Bretagne. Le 9 février, on était déjà à beaucoup plus, il y avait déjà plus de 50 millions de doses administrées. Hop, et si on prend, ça c'est une dia d'hier, il y a au total plus de 82 millions de doses qui ont déjà été administrées rien qu'aux États-Unis, donc c'est vraiment énorme. Et si on prend maintenant par rapport à la population, ce qui est quand même un peu plus intéressant, vous voyez que plus de 56% de la population en Israël a reçu au moins une dose et que 42% a déjà été vacciné complètement. Et donc, dans le top de cette course, il y a Israël, les Émirats arabes unis, la Grande-Bretagne et également les États-Unis. Et puis, en Europe, on est plus bas. En Belgique, on est à 4,7% de la population qui a reçu déjà au moins une dose. Maintenant, le vif du sujet, il y a plus ou moins, on va caricaturer, 4 types de vaccins, en tout cas qui ont été utilisés ici pour cette pandémie. Les vaccins à vecteur viral, et je vous expliquerai ce qu'il en est, avec principalement pour l'instant l'AstraZeneca, et les fameux vaccins à ARN messager avec le Pfizer et le Moderna. Hop, et donc je vais vous parler de ces trois-là. Alors, qu'est-ce qu'un vaccin à ARN et comment fonctionne-t-il? Ce qu'il faut d'abord savoir, on va faire un petit rappel de biologie, c'est que ici, si on prend notre cellule, donc toutes nos cellules, notre matériel génétique, donc notre dictionnaire, notre mode d'emploi est bien protégé dans nos noyaux de nos cellules. Dans les noyaux de nos cellules, toute l'information génétique est contenue dans ce qu'on appelle, ça s'appelle le génome, et c'est ce qu'on appelle de l'ADN. Donc l'ADN, il faut vraiment imaginer ça comme un code numérique, donc qui comprend seulement 4 lettres, et c'est l'association différente de ces lettres qui permettent de coder pour d'abord des acides aminés puis des protéines. Mais donc, peu importe, notre matériel génétique, il est protégé au sein du noyau. Lorsque l'ADN, lorsque l'on veut fabriquer des protéines, par exemple, vous avez mangé quelque chose de sucré et donc votre pancréas doit fabriquer de l'insuline, eh bien, ça n'est pas l'ADN qui va aller au front, si vous voulez. Ça n'est pas l'ADN qui va aller près des ouvriers et qui va leur dire, voilà, je veux que vous fabriquiez l'insuline. L'ADN ne se fatigue pas, il va faire une photocopie du chapitre qui l'intéresse, de la recette qui l'intéresse. Cette photocopie, c'est ce qu'on appelle de l'ARN messager. Cet ARN messager, lorsqu'il est fabriqué, il sort du noyau et c'est l'ARN qui va aller s'accrocher à ce qu'on appelle des ribosomes. Ce sont vraiment nos petites usines qui sont dans nos cellules et qui va alors fabriquer les protéines. La particularité de l'ARN, on en fabrique tout le temps. Là, maintenant, vous êtes assis, vous m'écoutez, enfin, en tout cas, je l'espère et que ça vous intéresse. Eh bien, vous êtes en train de fabriquer de l'ARN messager pour la fabrication de protéines. Et donc, pour ne pas être noyé, entre guillemets, d'ARN messager, l'ARN messager est ensuite détruit parce que nous avons des enzymes. Donc des enzymes, c'est des protéines qui ont des capacités de destruction, qui vont manger, si vous voulez, eh bien, qui vont détruire cet ARN messager. Donc, on estime que l'ARN va être détruit dans les 24 à 48 heures, plus ou moins. L'ARN messager, c'est une photocopie. Vous ne savez pas refaire un livre d'origine avec des photocopies. Vous ne savez pas aller insérer des photocopies dans un livre d'origine. C'est exactement la même chose. L'ARN messager ne peut pas faire marche arrière et ne peut pas retraverser le noyau. La nature est assez bien faite et donc nous avons ce qu'on appelle des pores, des ouvertures au niveau de nos cellules ou au niveau des noyaux qui fonctionnent très bien à sens unique. Donc quelque chose peut sortir, mais ce n'est pas parce que cette chose-là sort qu'elle peut rentrer. Et donc les vaccins ARN, c'est quoi? Le virus, le coronavirus est un virus ARN. Eh bien, le vaccin ARN, c'est prendre un petit bout d'ARN, seulement la séquence qui va aller indiquer
au ribosome, aux usines de fabriquer la protéine S. Et donc, lorsque l'on injecte le vaccin, ici, il va rentrer dans les cellules musculaires. L'ARN messager va aller s'accrocher au ribosome, va faire fabriquer cette fameuse protéine S. La protéine S va sortir des cellules parce que les protéines aussi ont pour vocation à sortir des cellules. Et voilà, notre système immunitaire va reconnaître cette protéine comme étant quelque chose contre lequel il doit se défendre et tout le système immunitaire va se mettre en place. Et donc, l'avantage de cet ARN messager, c'est que donc on va vraiment injecter une photocopie d'un mode d'emploi. Ça va engendrer une très très bonne réponse immunitaire complète. Pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas d'adjuvant, même si je n'ai absolument rien contre les adjuvants, mais pour ceux éventuellement que ça stresserait, il n'y a pas d'adjuvant. Et surtout, l'ARN messager va se désintégrer rapidement. Si par exemple, on injecte de l'ARN dans un vaisseau, eh bien, il va être automatiquement détruit parce que dans le sang, il y a ces fameuses enzymes qui va faire que l'ARN ne pourra pas survivre. Une preuve que l'ARN est très fragile, c'est la conservation. Vous avez toutes et tous entendu que ces vaccins, donc le Pfizer, le Moderna et bientôt le CureVac, ont besoin d'être congelés, ce qui est tout à fait unique pour les vaccins. -20 pour le Moderna, -70 pour le Pfizer. Pourquoi? Parce que justement, ce sont des molécules qui sont très fragiles. Et donc, lorsque la protéine est fabriquée, que le système immunitaire la reconnaît, que tout se met en route, eh bien, après, c'est tout. C'est tout ce dont on a besoin. C'est que notre système immunitaire sache reconnaître cette fameuse protéine S. Et donc, lorsque l'on est vacciné, si on est ensuite en contact avec le virus, eh bien, on aura déjà tous les anticorps qui vont faire qu'on pourra neutraliser rapidement le virus, ce qui est différent lorsque l'on ne rencontre pas, lorsque l'on n'a pas été vacciné, vu que là, on rencontre le virus et il faut attendre un certain temps avant que le système immunitaire se mette en route. Voilà. Donc, la technique ARN messager, c'est rapide, c'est facile. Il faut imaginer vraiment comme une cassette d'informations. Et donc, si on devait venir à changer ces informations, par exemple avec l'air variant, mais j'y reviendrai, il suffit juste de changer cette cassette d'informations. Chaque dose de vaccin est en fait très, très pure, hein. Il y a l'ARN et il y a ce qui permet de véhiculer l'ARN, qui sont en fait des particules de graisse, ce qu'on appelle des nanoparticules. C'est juste parce que la taille est très petite, mais ce sont des particules lipidiques. Et vraiment, j'insiste, ça n'interagit pas avec notre matériel génétique à nous. Alors, beaucoup disent oui, mais c'est nouveau. En fait, ça n'est pas nouveau. Et cette dame-là, Katalin Karikó, qui recevra probablement le prix Nobel, travaille sur cette technique depuis plus de 30 ans. Et donc, elle s'est toujours un petit peu acharnée à défendre cette technique d'ARN messager. Elle a vraiment une vision un peu innovante en se disant que cette technique-là serait une technique qui pourrait révolutionner, que ce soit pour des traitements en termes de vaccins ou pour des traitements contre des cancers. Ça a d'ailleurs été utilisé pour ça. Et le gros problème, tout au début de l'élaboration de ces techniques, c'est que les réactions, c'était pas très bien toléré. Et donc, elle a compris pourquoi ça n'était pas très bien toléré en 2005, après une rencontre et une collaboration avec Dri Huisman, qui est également un chercheur américain qui, lui, travaillait beaucoup sur le VIH. Et donc, ensemble, ils ont vraiment modifié, si vous voulez, ces fameuses lettres pour faire en sorte que ce soit mieux toléré par l'organisme. Et donc, depuis 2005, il y a des études qui ont été faites avec d'autres vaccins, par exemple contre le Zika, contre la grippe, contre la rage également. Et donc, il y a déjà eu des études qui datent depuis maintenant quelques années avec des patients, enfin, avec des volontaires sains sur d'autres vaccins. La grosse différence avec le vaccin Covid, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent qui a été investi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, sa maman, donc elle est d'origine, je pense que c'est la Hongrie, sa maman lui a toujours dit: «Oh, tu auras le prix Nobel», et elle a répondu il y a quelques années à sa maman: «Mais enfin, maman, je n'arrive même pas à avoir un contrat à durée indéterminée dans un laboratoire de recherche. Alors comment veux-tu que j'ai un jour le prix Nobel?» Donc elle s'est vraiment acharnée et battue pour continuer sa recherche, alors qu'elle a eu plein de fois des refus de financement parce que les gens n'y croyaient pas. Donc je trouve que même pour l'histoire, c'est une très belle histoire.
Alors maintenant, ce qui vous intéresse, ben, quels sont les vaccins que nous avons en Belgique? Nous avons le Pfizer et le Moderna comme vaccin ARN messager. Et donc, un petit teaser, comme on dit, vous voyez que l'efficacité, elle est redoutablement, c'est redoutablement efficace, hein, 95% d'efficacité pour le Pfizer, 94% pour le Moderna. Et donc, ces vaccins ont été étudiés sur plus de 40 000 participants pour le Pfizer et plus de 30 000 pour le Moderna. C'est énorme. Si on compare avec les autres vaccins, les autres études de vaccins, on est aux alentours en général de 3 000, 4 000. Pour un vaccin contre le pneumocoque, on est monté à plus de 10 000. Mais donc, c'est tout à fait exceptionnel d'avoir autant de participants. Et pour le Pfizer, il y avait plus de 42% des personnes qui avaient plus de 55 ans. En termes d'effets secondaires, on a dans les études, et ça se constate maintenant dans la vie réelle, on fait moins d'effets secondaires lorsqu'on a plus de 55 ans. Les effets secondaires principaux, c'est des douleurs au site d'injection. C'est d'ailleurs un peu plus marqué à la deuxième injection qu'à la première injection. Environ la moitié ont de la fatigue ou des maux de tête et certains peuvent parfois vraiment développer de la fièvre. En général, la résolution, elle est dans les 24-48 heures, surtout si on prend du paracétamol. Le Moderna, c'est le deuxième qui est arrivé, plus de 94% d'efficacité également, étudié sur plus de 30 000 participants, dont un quart avait plus de 65 ans et un cinquième avait des comorbidités. Il y avait des patients VIH, des patients obèses, des patients avec des atteintes cardiaques. Et ils nous ont aussi donné quelques données sur le portage, j'y reviendrai. Et en termes d'effets secondaires, c'est plus ou moins la même chose. Donc, des douleurs au niveau du site d'injection, la moitié environ qui vont avoir ou de la fièvre ou des céphalées ou des douleurs articulaires. Et c'est moins fréquent si on est plus âgé. Et à nouveau, en général, il y a une résolution dans les 24-48 heures. Certains, avec Moderna, il y a plus fréquemment aussi des réactions cutanées au niveau du bras. Alors, quand les vaccins ont commencé à être utilisés dans la vie réelle, j'ai envie de dire, il y a eu les gros titres des journaux, attention, réaction anaphylactique, etc. Et puis, on a pu avoir un peu plus d'informations assez rapidement. Donc, oui, il peut y avoir des allergies. Oui, il peut y avoir ce qu'on appelle des réactions anaphylactiques. Au final, on estime que l'incidence, donc il y a eu 11 millions plus ou moins de cas d'allergie au Pfizer quand on rapporte à 1 million de doses et moins avec le Moderna, 2,5. Donc, ça reste tout à fait raisonnable. C'est surtout traitable, donc une réaction allergique avec des traitements qui s'administrent rapidement, tels que de l'adrénaline et éventuellement des corticothéroïdes, c'est traitable, il n'y a pas de séquelles. Et donc, on sait à l'heure actuelle, entre guillemets, ce qu'il faut faire et les personnes vis-à-vis desquelles on doit être plus prudent. Donc, ça, ce sont les ingrédients, j'ai envie de dire, du vaccin. C'est surtout contre, ici, le PEG, le polyéthylène glycol, qu'il y a des réactions. Et donc, si on est allergique, vrai, si on a fait une réaction allergique au PEG, ça reste une contre-indication. Si par contre, vous avez par exemple déjà fait ce qu'on appelle un œdème de coin, donc vous voyez un gonflement après une piqûre de guêpe, par exemple, ça n'est pas une contre-indication au vaccin. Ça voudra dire que vous avez un antécédent de réaction allergique et qu'il faudra vous surveiller pendant 30 minutes. Mais ça ne constitue pas une contre-indication. Même chose si vous avez déjà fait, par exemple, une éruption cutanée après un antibiotique. Ça n'est pas considéré comme une anaphylaxie en tant que telle, comme une réaction sévère. Et donc, ça ne constitue pas une contre-indication au vaccin. Alors maintenant, quelques mots sur l'AstraZeneca. Donc l'AstraZeneca, c'est ce qu'on appelle un vaccin à vecteur viral. Et bientôt, nous aurons le Johnson Johnson. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend un virus, un autre virus. Ici, donc, ce sont des adénovirus, donc des virus qui peuvent donner, je caricature, des rhumes. Eh bien, on va aller modifier le matériel génétique de ce virus. On va enlever un petit bout de gène et on va aller mettre le gène qui va coder justement pour cette fameuse protéine S. Et on va surtout inactiver les autres gènes du virus, ce qui fait que le virus ne pourra pas, lorsqu'il va être injecté, se multiplier et rendre malade. C'est évidemment le but. Donc, c'est vraiment un virus qui est dit inactivé. Et donc, c'est un peu comme un cheval de Troie.
parce que c'est un virus, entre guillemets, banal qui va rentrer, qui ne sera pas capable de se multiplier, mais qui, par contre, aura le code génétique nécessaire pour aller fabriquer ici la fameuse protéine S. Et donc, c'est ce qui va arriver. Il va y avoir la fabrication, toujours avec les ribosomes, nos petites euh, euh, usines, pardon. Et donc, il va y avoir une fabrication de cette protéine S et la protéine S va sortir. Et donc, à nouveau, rebelote, on va avoir tout notre système immunitaire qui va être mis en place. Donc, le premier à être commercialisé, en tout cas mis sur le marché, c'est AstraZeneca qui a collaboré avec l'université de Oxford. Le gros avantage, c'est que c'est dans un frigo normal, c'est 2 à 8 degrés et il faut 2 doses. Au début, on disait 4 à 12 semaines. Maintenant, on a tendance à laisser 12 semaines et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Je ne vais pas rentrer dans les détails des études parce que je vous avoue que les études pour le vaccin AstraZeneca sont compliquées à comprendre parce qu'ils l'ont fait dans plusieurs pays, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, et qu'ils ont publié progressivement les résultats en prenant différentes cohortes qui étaient plus ou moins terminées en fonction des pays. Donc, c'est assez compliqué. Ce qu'il faut retenir, si on doit résumer, c'est que la première étude qui est sortie, c'est celle qui démontrait une efficacité de 62% lorsque l'on faisait un schéma classique avec 2 injections entre 4 à 12 semaines. Et puis, peu de temps après, sont sortis des résultats complémentaires et donc ils se sont rendus compte, ou ils ont analysé, ils ont étudié qu'en fait, lorsque l'on retardait l'administration de la deuxième dose à 12 semaines, eh bien là, l'efficacité grimpait à 82%. Donc, on a eu tendance à faire une mauvaise presse contre le vaccin d'AstraZeneca en disant c'est un vaccin de seconde zone. Il n'en est rien. Il est certes peut-être un petit peu moins efficace de façon générale qu'un Pfizer ou un Moderna, mais il reste très efficace parce que 82%, ça n'est pas négligeable et surtout, il arrive à prévenir les formes graves. Or, c'est vraiment aussi ce qui est intéressant, c'est d'éviter les formes graves qui vont nécessiter une hospitalisation. Et puis, il y a quelques jours, dans la vraie vie, il y a eu une nouvelle encore. Et ça, c'est grâce au fait qu'en Grande-Bretagne, ils ont été tellement stressés avec l'arrivée des variants qu'ils ont très, très vite vacciné tout le monde avec tout ce qu'ils avaient. Donc, d'abord le Pfizer, le Moderna, mais également l'AstraZeneca. Donc, la Grande-Bretagne est le premier pays à avoir administré l'AstraZeneca alors même qu'il y avait peu de données chez les gens de moins de 55 ans, eux ont fait un pari de dire il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner, ça fonctionne très bien. Et donc, ils ont administré ce vaccin à toute leur, enfin, pas à toute leur population parce que tout le monde n'est pas encore vacciné, mais sans distinction d'âge. Et donc, l'Écosse vient d'analyser les données sur sa population à elle, sur 5,4 millions de personnes. Ils ont comparé parmi elles le million de personnes qui a déjà été vaccinées, une partie avec le Pfizer, une partie avec l'AstraZeneca. Et seulement après la première dose, donc ça c'est très intéressant, que constate-t-on? On constate qu'après une dose, aussi bien le Pfizer que l'AstraZeneca réduisent de 85 et 94% le risque d'hospitalisation. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la tranche d'âge des plus de 80 ans, vous voyez qu'en rose, c'est AstraZeneca, en vert, c'est le Pfizer. Vous voyez que dans cette tranche d'âge-là, ici, à partir de 70, 75 et surtout dans la tranche d'âge de 80 ans, eh bien, c'est surtout l'AstraZeneca qui a été administré. Et malgré cela, on constate qu'il y a une efficacité similaire avec moins de 81% de risque d'hospitalisation. Donc, il manque un S. Donc, oui, le vaccin AstraZeneca est efficace et oui, il est efficace également, quelle que soit la catégorie d'âge, ce qui va grandement faciliter les campagnes de vaccination, vu que la restriction pour l'âge va être levée, en particulier en Belgique où on avait restreint aux moins de 55 ans. Les effets secondaires similaires, il peut y avoir de la fièvre, il peut y avoir de la douleur. C'est beaucoup plus marqué chez les personnes plus jeunes. Et donc,
maintenant, ce qui va être conseillé, c'est d'anticipativement, j'ai envie de dire, prendre du paracétamol. Donc nous avons également à Saint-Luc vacciné des jeunes personnes avec l'AstraZeneca et beaucoup quand même se plaignent de ne pas se sentir bien pendant 24 heures. Mais voilà, ça reste tout à fait acceptable. Oui, ça n'est pas se sentir bien pendant 24, parfois 48 heures, mais ça passe avec du paracétamol. Alors, je vais être très brève, je vais laisser céder la parole, mais je voudrais juste rappeler ce qu'on entend beaucoup. Et donc, voilà, on parle beaucoup vaccin pour l'instant, même au sein de la clinique, quand je vais dans différents services. La question qui revient tout le temps, c'est oui, mais on ne connaît pas les effets secondaires à long terme. Alors oui, effectivement, je ne vais pas vous mentir, pour ce vaccin-ci, étude de phase 3 qui a commencé en juillet, on est quand même maintenant à plus de 9 mois. Il y aura un suivi de 2 ans de toute façon qui est requis et on ne sait pas ce qui va se passer dans 1 an ou dans 2 ans. Néanmoins, il y a l'expérience des vaccins. Je vous disais 200 à 300 millions de doses qui sont administrées chaque année, ça n'est pas rien. Ce qu'il faut savoir, c'est que 95 à 99% des effets secondaires des vaccins surviennent dans les 6 semaines. Donc, ça n'est pas dans les 6 mois, c'est dans les 6 semaines. Ce recul-là, nous l'avons. Nous l'avons même dans la vie réelle, vu que les premières vaccinations dans la population ont débuté début décembre, déjà en Grande-Bretagne, et que nous sommes déjà en mars. Le risque d'effet indésirable très rare, on définit très rare, c'est 1 sur 100 000. Pour l'instant, il y a pas vraiment, ça n'a pas été observé et on est à plus de 70-80 millions maintenant de doses administrées. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de ce qu'on appelle de warning, donc d'alerte qui qui nous inquiéterait. Et de toute façon, il y a tout un système aussi de pharmacovigilance, de suivi qui est légalement obligatoire. Mais quand on reprend l'histoire des vaccins, au final, quels sont les vaccins pour lesquels il y a vraiment eu un effet secondaire tardif qui a été décrit? Alors, dans les années 50 et 60, il y a eu 2 gros scandales liés au vaccin de la polio. En 55, la firme Cutter, on appelle ça l'incident de la firme Cutter. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés dans la préparation de l'eau de vaccin, où au lieu de mettre un vaccin polio, ce qu'on appelle atténué, ils ont mis un vaccin polio tout à fait vivant. Et donc, oui, ils ont malheureusement induit des véritables polios chez des enfants. C'était dans les années 50. Il y a eu, suite à ça, un meilleur système de régulation. Quelques années plus tard, toujours avec le vaccin de la polio, qui était préparé en fait sur des cellules rénales de singes, il y a une contamination des lots de vaccins avec un virus qu'on appelle simien, donc un virus de singe. Maintenant, évidemment, nous ne rencontrons plus ça et fort heureusement. Et puis, il y a eu les suspicions. Et attention à ne pas confondre suspicion avec confirmation. Il y a eu la suspicion de vaccins contre la grippe porcine et le syndrome de Guillain-Barré, la suspicion que l'hépatite B engendrait des scléroses en plaques. Mais suite à ça, il y a eu énormément d'études de par le monde. Donc, ça n'est pas que en France ou que en Belgique, c'est vraiment de par le monde, aux États-Unis et en Europe. Et au final, il n'y a pas eu de lien démontré. On n'a pas pu faire cette association entre vaccin et ses effets secondaires. Même chose avec le vaccin contre la méningite et le syndrome de Guillain-Barré. Le seul vaccin qui a réellement été retiré du marché suite à un effet secondaire découvert lors de la commercialisation, c'est le vaccin contre le rotavirus, pas celui que nous utilisons maintenant, le Rotatex, c'était le Rotashield, où là, commercialisation en 98, et très rapidement, on se rend compte qu'il y a des invaginations coliques qui sont plus importantes. Et vous voyez que ça a été très rapide. En quelques semaines, quelques mois, ce vaccin a été retiré du marché. Et pour être tout à fait honnête, le vaccin H1N1, le Pandemrix, lorsqu'il a été administré dans les années 2009-2010, 10 semaines après, la Suède a alerté en disant, tiens, on a plus de narcolepsie, donc aussi un phénomène neurologique. Ça a été confirmé par d'autres pays nordiques, en particulier la Finlande. Et en fait, ce sont les seuls endroits où on a vu cette association-là. Donc, les États-Unis ont fait des études, les autres pays européens aussi. Et en fait, le lien n'a pas été démontré, sauf dans ces pays. Et donc, on se demande s'il n'y a pas une influence pour le coup qui est génétique. Mais à nouveau, c'est un effet qui a été recensé 10 semaines après. Donc, il n'y a pas dans l'histoire de la vaccination d'effet découvert à 1 an, 2 ans, 3 ans ou 10 ans. Alors, bien sûr, il y a une prudence qui s'impose et donc d'où le fait qu'il y a une pharmacovigilance, d'où le fait qu'en Belgique aussi,
On surveille, on fait un point de la situation régulièrement, on invite les gens à aller notifier tout effet indésirable, quel qu'il soit, et donc il y a une surveillance et quand il y a des cas graves qui surviennent, de maladies ou autres, il y a une enquête qui est faite pour savoir si c'est quelque chose qui serait survenu sans vaccin ou s'il y a un lien avec le vaccin. Et pour l'instant, heureusement, tout se passe bien. Juste aussi dire qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur la fertilité et donc déjà, on entend des jeunes femmes dire: «Moi, je ne veux pas me faire vacciner parce que ça va, me rendre stérile». En fait, c'est parti d'une rumeur sur la réaction croisée entre une protéine, la syncytine, qui est impliquée dans la fabrication du placenta et contre des anticorps contre, en fait, la protéine S, contre le virus. De un, des études animales, déjà de un, n'ont pas montré d'effets directs ou indirects sur la reproduction. De deux, il y a eu des grossesses qui sont survenues dans les études déjà, Pfizer et Moderna. De trois, il n'y a jamais eu d'évidence de problème de fertilité après le Covid lui-même, parce que la fabrication des anticorps, elle se fait si vous rencontrez le Covid. Et donc, cette rumeur-là n'est absolument pas fondée, elle ne se base pas sur des faits. Et rapidement sur les variants, vous savez que maintenant on parle beaucoup des variants, en particulier celui de Grande-Bretagne, mais de plus en plus également celui d'Afrique du Sud et un peu moins, en tout cas en Europe, contre le variant brésilien. Donc un variant, c'est quoi? C'est lorsque le virus commence à accumuler différentes mutations qui lui confèrent une spécificité et ici c'est une contagiosité accrue. Donc les virus mutent, c'est normal, tous les virus mutent, mais lorsqu'à un moment donné, il y a une série de mutations qui donnent un avantage au virus, pardon, ça devient vraiment un variant qui va prendre ou qui risque de prendre le dessus sur la souche qui est précédente. Alors, est-ce que les variants vont avoir un impact? Juste petit rappel, donc je vous disais, hop, la protéine S, c'est la serrure. Lorsque l'on va fabriquer des anticorps, eh bien, le but, ça va être d'empêcher que la protéine S se raccroche à notre cellule. Et donc, effectivement, s'il y a différentes mutations, il se pourrait que l'un ou l'autre anticorps ne reconnaisse plus la protéine S, mais on compte sur le fait qu'il y a encore d'autres anticorps qui vont la reconnaître. Alors, ces variants ont été étudiés. On sait par exemple que le vaccin Pfizer eh bien, reste efficace. Donc, ils ont pris des sérums, du sang de personnes vaccinées et ils ont été voir si les anticorps étaient capables de neutraliser en particulier les mutations qui sont présentes pour le variant britannique et le variant sud-africain. Oui, ça fonctionne. Pour le Moderna, donc toujours des vaccins ARN, là, on se rend compte que la capacité des anticorps à neutraliser, à bloquer le variant sud-africain est moins bonne, mais elle reste efficace quand même. Et donc, le variant sud-africain nous inquiète un petit peu plus. Et donc, la conclusion à l'heure actuelle des connaissances, c'est qu'avec les vaccins ARN, il n'y aura pas de problème, ça sera efficace, même s'il y a une légère diminution, ce sera efficace et que par contre, pour le vaccin AstraZeneca, qui fonctionne sur le variant britannique, hein, vu que maintenant en Grande-Bretagne, c'est surtout le variant britannique, mais attention, pour le variant sud-africain, pour l'instant, on est très prudent parce qu'il y a une étude en Afrique du Sud qui laissait quand même suggérer que ce ne serait pas efficace. Donc les vaccins ARN, pas de souci. Les autres vaccins pour le variant britannique, pas de souci. Par contre, pour le variant sud-africain, c'est un petit peu plus embêtant. Et alors, je termine pour vous montrer qu'il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ce marasme covidien. C'est que nous avons maintenant les données d'Israël qui montrent que, donc, ici, leur campagne de vaccination, en particulier pour les plus de 60 ans, avance très, très vite et très, très bien. Et donc, on constate qu'il y a une diminution du nombre de nouveaux cas, mais surtout, quand on analyse par rapport aux personnes vaccinées, les plus de 60 ans, il y a moins de cas, il y a moins de cas sévères, il y a moins de personnes décédées et donc la vaccination fonctionne. Et de l'expérience personnelle simplement à Saint-Luc, ça fait 3 semaines que nous n'avons plus eu aucun résident de maison de repos souffrant de Covid, alors que nous en avons toujours eu de façon très régulière, même lorsqu'il y avait vraiment un calme plus important au niveau des hospitalisations de Covid. Donc, la vaccination fonctionne.
Ici, ce sont aussi des données de Grande-Bretagne qui montrent que clairement, il y a un risque de réduction, d'aller à l'hôpital. Or, pour rappel, toutes les mesures qui ont été prises ont surtout été prises pour éviter la saturation au niveau des hôpitaux. Voilà, j'ai dépassé de quelques secondes et donc je passe la parole à ma collègue et je coupe mon micro. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon diaporama qui s'affiche? Oui, tout à fait. Oui, oui. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Soraya El Sankiri, je suis neurologue aux cliniques universitaires Saint-Luc et je vais prendre la parole après le docteur Belkir pour finalement vous parler de la Covid. Moi, je dis là parce que je suis très disciplinée, je suis les recommandations de l'Académie française. C'est bien. Mais j'ai pris l'habitude de dire là, c'est peut-être mon côté très féministe aussi, même si c'est dans le mauvais sens avec cette catastrophe qui nous tombe dessus depuis 1 an. C'est une catastrophe qui touche tout le monde, à tous les égards que le docteur Belkir vous a détaillé. Et nous, au quotidien, dans le cadre de notre gestion, de notre suivi des patients suivis pour une sclérose en plaques, on a été confronté à plein de questions concernant la Covid et puis maintenant le vaccin. Donc, je vais peut-être vous parler de la Covid vue de l'angle de la sclérose en plaques et je vais plutôt voilà, ma présentation, ça va être finalement basée sur les questions que j'ai depuis 1 an par les patients que je vois en consultation et auxquels peut-être on a répondu de façon incomplète au début parce qu'on n'avait pas toutes les données. Ça nous est tombé dessus comme tout le monde. On avait très peu de recul, très peu de données au début. On a peut-être été un peu trop prudent avec nos patients suivis pour la sclérose en plaques au début parce qu'on s'inquiétait. On n'avait pas de connaissances par rapport à la façon dont leur système immunitaire, notamment avec les traitements, allait répondre. Et puis, au fur et à mesure, on a eu plus de connaissances, plus de données qui étaient plus rassurantes aussi. Et je vais essayer de vous illustrer ça par ma présentation. Donc, les questions auxquelles on est confronté et sur lesquelles je vais axer ma présentation, c'est d'abord, est-ce que la COVID-19 présente un risque pour les patients qui sont atteints et suivis pour une sclérose en plaques? Deuxième question, est-ce que le fait d'avoir une sclérose en plaques augmente les risques d'infection ou les risques d'infection sévère par la COVID-19? Troisième question, est-ce que les traitements de la sclérose en plaques augmentent les risques d'infection par la COVID-19 et lesquels? Et est-ce que les vaccins anti-COVID-19 présentent un risque pour les patients atteints de sclérose en plaques? Et finalement, cette dernière question, je vais aller très vite parce que on sait qu'il n'y a pas de différence en termes de risque chez les patients atteints de sclérose en plaques par rapport au reste de la population. Donc, je ne vais presque rien rajouter par rapport à ce que le professeur Belkir a dit. Première question. Voilà. Est-ce que la COVID-19 présente un risque pour les patients atteints de sclérose en plaques? Comme vous le savez, comme vous l'avez peut-être vécu, si vous avez été infecté par ce virus, il y a des symptômes assez divers qui ont été détaillés dans les recommandations des médecins, dans les publications, dans les médias, etc. Qu'est-ce que ça représente pour les patients atteints de sclérose en plaques en fonction des sévérités des formes de COVID-19? La forme légère à modérée, globalement, ce sont des symptômes que vous connaissez, des syndromes grippaux, des différents symptômes au niveau digestif, au niveau anosmie, etc. Mais finalement, il n'y a pas de risque particulier. La seule particularité dans la sclérose en plaques, c'est le risque qui est lié à l'hyperthermie et qui finalement n'est pas spécifique au coronavirus. On sait depuis longtemps que toute fièvre, toute augmentation de la température corporelle chez un patient qui a une sclérose en plaques peut provoquer ce qu'on appelle un phénomène du TOF. Donc, c'est quelque chose qu'on aborde souvent en discussion avec les patients en consultation. Quand on a cette augmentation de la température, certains anciens symptômes liés à une poussée de sclérose en plaques peuvent être exacerbés, peuvent réapparaître s'ils ont disparu et ils disparaissent quand on contrôle la température avec des médicaments antalgiques comme du paracétamol ou des anti-inflammatoires. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vu chez les patients atteints de sclérose en plaques qui ont développé des infections au coronavirus.
C'est réversible, ça n'est pas lié à une poussée. On diminue la température, les symptômes régressent plus ou moins rapidement en fonction de l'intensité des séquelles chez les patients. Dans les formes sévères à graves, le risque respiratoire ou de défaillance multiviscérale chez les patients atteints de sclérose en plaques, finalement, on a les mêmes manifestations que dans la population générale. L'infection n'est pas différente chez les patients atteints de sclérose en plaques. La deuxième question, c'est est-ce que le fait d'avoir une sclérose en plaques augmente les risques d'infection ou augmente la sévérité des infections par la COVID-19? Alors, la difficulté, c'est lié au fait qu'on ne sait pas estimer la prévalence. Donc, le docteur Belkir vous a expliqué que la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas d'une maladie dans une population à un moment donné, ben, finalement, c'est difficile dans la population générale pour toutes les raisons qu'on a données. Le fait que la stratégie de test a varié, elle est variable en fonction des pays, en fonction des moments. Et donc, la prévalence peut être difficile à juger. Il n'y a pas eu beaucoup d'études sur la prévalence de la COVID-19 dans la sclérose en plaques. Il y a une seule étude espagnole qui a regardé le nombre de cas parmi les patients suivis pour une sclérose en plaques et l'a comparé à la population générale en Catalogne. Et elle était globalement comparable, de l'ordre de 6,3% à ce moment-là dans cette région-là, versus 6,1% dans la population générale, donc assez comparable. Il y avait à peu près une centaine de patients atteints de sclérose en plaques, parmi lesquels 20% ont été hospitalisés, 10% ont fait une forme sévère de la maladie et il y a eu 2% de décès. Et tous ces chiffres étaient comparables à ce qui a été observé dans la population catalane au même moment. Donc, a priori, sur la seule étude disponible, il n'y a pas de modification de la prévalence de la sclérose en plaques, enfin de la COVID-19 chez les patients atteints de sclérose en plaques par rapport à la population générale. D'où les avis d'experts qui se sont maintenant confirmés. Donc au début, ce n'était peut-être pas le discours dans les premières semaines, les premiers mois de la pandémie. En tous les cas, maintenant, il y a un accord parmi les experts de la sclérose en plaques pour dire que la sclérose en plaques ne modifie pas la réponse immunitaire aux infections, y compris le coronavirus. Ce qui veut dire que le fait d'avoir une sclérose en plaques ne rend pas plus susceptible à développer la COVID-19, à tomber gravement malade ou à mourir de l'infection par rapport à la population générale. Cependant, il y a des études, quelques études, qui montrent, qui suggèrent que certaines personnes atteintes de sclérose en plaques sont plus susceptibles de développer une forme grave de COVID-19. Ça veut dire que ce sont des patients plus fragiles pour lesquels on a eu besoin, depuis le début de la pandémie par exemple, d'insister sur les stratégies de protection parce qu'il y avait quelques données les concernant. La première étude, c'est une étude française. Donc, les Français ont un registre pour la sclérose en plaques nationale et ils ont analysé l'année dernière dans tous les centres. Donc, c'est une étude multicentrique dans tous les centres qui suivent la sclérose en plaques. Ils ont essayé de regarder sur 3 mois tous les patients suivis pour une sclérose en plaques qui ont déclaré une possible ou probable infection par le coronavirus. Ils ont publié les résultats chez 350 patients atteints de sclérose en plaques infectés pendant cette période-là. Et donc, ils ont trouvé que les patients ont développé des symptômes assez typiques et identiques à la population générale, ce qui rejoint un peu ce qu'on avait comme impression. 20% ont développé un score de sévérité supérieur à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les auteurs ont essayé de classer les infections par COVID-19 sur une échelle de sévérité qu'ils ont créée. Ils sont partis de 1, pas d'hospitalisation, pas de limitation liée à l'infection par la COVID-19, à 7, décès liés à la COVID-19. Et ils ont classé les patients par critères de sévérité. Et ils ont établi un seuil intéressant qui est à 3, qui est le nombre de patients hospitalisés, mais pas besoin d'oxygénothérapie, de ventilation invasive, etc. Dans leur population, 20% des patients avaient un score de sévérité supérieur à 3. Ils ont constaté 12 décès parmi ces patients qui ont été suivis. Et ils ont essayé par des analyses statistiques de regarder qu'est-ce qui prédisait le fait d'avoir une forme sévère, une hospitalisation ou un décès. Le premier facteur qui a été retrouvé, assez logiquement, c'est l'âge. Et donc, il y avait un risque qui était multiplié par 2 par tranche de 10 ans.
Le deuxième facteur, c'est le score de handicap. Vous connaissez le score EDSS qu'on utilise dans le cadre de la sclérose en plaques. C'est ce qui est basé sur l'examen clinique, sur les difficultés ambulatoires, les difficultés liées à la maladie. Et quand on parle d'un score EDSS à 6, c'est-à-dire que ce sont des patients qui, à cause de la sclérose en plaques, ont une limitation de leur mobilité et ont besoin d'une canne pour pouvoir se déplacer. Eh bien, il y avait une multiplication du risque. Donc, statistiquement, le risque était multiplié par 6 quand le score EDSS était supérieur ou égal à 6. Dans les formes progressives de la maladie aussi, le risque d'infection sévère était plus important, c'est-à-dire que statistiquement, proportionnellement, il y avait plus d'infections sévères chez les patients qui avaient une forme progressive par rapport à ceux qui avaient une forme rémitante. Et puis, de façon très logique, l'association de la sclérose en plaques à d'autres comorbidités, l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, du diabète, augmentait ce risque. Ça ne veut pas dire que les patients qui sont plus âgés, avec une forme progressive, avec un score de DSS élevé, avec toutes ces comorbidités, vont avoir une maladie sévère s'ils attrapent la COVID et vont en décéder, mais ça veut dire que ça augmente leur risque de faire ces complications. Et les mêmes données ont été retrouvées dans un registre italien avec des résultats globalement similaires sur les facteurs de risque. Ce qui veut dire que la sclérose en plaques, en général, ne rend pas plus susceptible de développer la maladie par la COVID-19 ou d'en avoir des formes plus sévères, mais qu'il faut qu'on soit peut-être plus prudent avec une sous-population de patients suivis pour la sclérose en plaques qui ont les caractéristiques que je viens de vous citer. La troisième question, est-ce que les traitements de la sclérose en plaques augmentent les risques d'infection par la COVID-19 ? Alors, je vais peut-être donner quelques données théoriques, et donc je m'excuse si ce sont des choses un peu compliquées sur l'immunité, mais ça me semblait intéressant pour embrayer sur les mécanismes d'action des traitements. Je vais peut-être expliquer de façon schématique les principaux mécanismes immunitaires qui interviennent lorsqu'on a un premier contact avec un agent viral ou en l'occurrence avec un vaccin. Dans le cadre d'une infection virale, on fait intervenir deux mécanismes différents mais complémentaires et qui interagissent, qui sont l'immunité innée et l'immunité adaptative. L'immunité innée, c'est tous les mécanismes que toute personne a avant l'infection et qui vont être responsables d'une protection et d'une prévention contre les microbes de façon très rapide. Donc, vous voyez, c'est en l'espace de quelques heures, cette immunité va se développer. Alors, via les barrières physiques, la peau, les sécrétions, le mucus, mais aussi via des cellules spécialisées qui vont être capables d'agir de façon non spécifique, de façon très rapide et efficace. Il y a les phagocytes, il y a des cellules tueuses qu'on appelle les cellules NK, et il y a le système du complément avec les protéines qui vont être développées contre certaines protéines de l'agent microbien. À l'opposé, on va avoir l'immunité adaptative qui n'est pas immédiate. Vous voyez que ça met plusieurs jours avant de se mettre en place. Et ces molécules vont contribuer à éliminer l'agent infectieux quelques jours plus tard, et elle va être déclenchée quand l'agent infectieux va franchir les barrières physiques, chimiques, et va être délivré dans les organes lymphoïdes. Et là, les lymphocytes vont commencer à pouvoir jouer leur rôle. Il y a deux types de lymphocytes qui sont impliqués dans l'immunité adaptative. Il y a les lymphocytes B, c'est ce qu'on appelle l'immunité humorale. Les lymphocytes B vont pouvoir sécréter, produire des anticorps qui vont circuler dans la circulation, dans les liquides, dans les muqueuses, et ils vont bloquer l'accès des agents infectieux aux tissus de l'organisme. Les agents infectieux qui rentrent dans les cellules vont, eux, être attaqués par les lymphocytes T. Les lymphocytes T, c'est une autre partie de l'immunité adaptative qui va agir via la production de produits qu'on appelle des cytokines, etc. Les traitements de la sclérose en plaques, globalement, vont agir sur l'immunité adaptative. Et donc, logiquement, lors d'un premier contact avec un agent infectieux, en l'occurrence le coronavirus, les traitements de la sclérose en plaques, la grande majorité des traitements de la sclérose en plaques ne vont pas interagir avec l'immunité innée qui est en première ligne et donc ne vont pas modifier la réponse à cette infection. Pour l'immunité adaptative, là aussi, il faut nuancer en fonction des traitements de la sclérose en plaques. La grande majorité des traitements, ce sont des traitements immunomodulateurs, c'est-à-dire que ce sont des médicaments qui vont aller moduler
équilibrer la balance entre les différentes catégories de lymphocytes ou la production, le type de cytokine qui est produit. Et donc, ils ne vont pas aller tuer, ils ne vont pas aller éliminer les lymphocytes. C'est le cas des interférons, c'est le cas de la copaxone, etc. Une deuxième partie des traitements de la sclérose en plaques ne va pas éliminer les lymphocytes, mais va bloquer leur circulation. C'est par exemple le Tysabri ou le Gilenya. Ils vont aller empêcher les lymphocytes activés de rentrer dans le système nerveux central, soit en les bloquant à l'entrée, soit en les bloquant dans les organes lymphoïdes. Et donc, ils sont non circulants, mais c'est réversible. Et donc, en cas de besoin, ces lymphocytes n'ont pas besoin d'attendre qu'on les refabrique pour pouvoir lutter contre l'infection. Et il y a une sous-partie de traitement qui sont les immunosuppresseurs. Alors, certains sont très sélectifs, comme l'ocrelizumab, qui va aller préférentiellement s'attaquer aux lymphocytes B. Et donc, ça va créer une lymphopénie. Il va éliminer les lymphocytes B de façon pérenne en administrant la perfusion tous les 6 mois. Mais tous les autres types de cellules impliquées dans l'immunité adaptative continuent à fonctionner. Et puis, on a d'autres traitements comme le Mavenclad ou le Lemtrada, qui sont des immunosuppresseurs plus agressifs, plus massifs. Ils vont détruire, ils vont éliminer les lymphocytes B et les lymphocytes T à un moment donné, mais c'est quelque chose qui va être corrigé par notre système immunitaire, puisqu'il va y avoir quelques mois plus tard une refabrication de nouveaux lymphocytes pour nous aider à lutter contre les infections. Et donc, l'immuno la déficience du système immunitaire est quelque chose qui est provisoire le temps de l'administration de ces deux molécules, et puis ensuite, elle va se reconstituer. Une autre remarque intéressante sur le plan théorique, c'est que quand on a une infection, quand on a une inflammation, on va avoir des cytokines, comme je vous ai dit, qui vont être libérées par les cellules du système immunitaire, par les lymphocytes, qui vont aider à réguler l'action immunitaire et qui vont favoriser la réaction inflammatoire, ce qui va aider à la réponse naturelle face à cette agression infectieuse. Lorsque la réponse immunitaire s'emballe, comme c'est le cas dans certains cas d'infection par la COVID-19, il va y avoir une libération massive de cytokines avec une hyperinflammation. Et c'est ça qui explique la défaillance viscérale pulmonaire qui a été responsable d'une grande partie des formes sévères de COVID-19. Et donc, très tôt, quand on a constaté ces formes sévères, il y a eu parmi les chercheurs une proposition d'utiliser les traitements immunosuppresseurs justement pour calmer cette réaction immunitaire excessive, pour traiter les infections COVID-19 sévères. Et tout naturellement, on s'est tourné vers quelques molécules utilisées dans les traitements de la sclérose en plaques avec leurs propriétés immunomodulatrices et immunosuppressives. Et donc, il y a des essais cliniques qui sont en cours avec certaines de ces molécules. Il y a certains résultats qui sortent avec l'interféron bêta pour essayer de contrôler justement l'infection par la COVID-19 avec ces médicaments utilisés dans la sclérose en plaques. En pratique, ce qu'on sait par l'expérience, c'est qu'à l'exception de quelques rares réactivations d'infection par le herpès, le papillomavirus ou dans le cas spécifique du JC virus, il n'y a pas d'autres infections virales sévères qui soient réactivées avec les traitements de la sclérose en plaques. Quand je regarde les articles scientifiques qui sont parus dans ce domaine-là, il n'y a pas de signaux d'alerte particuliers. Il y a eu une petite polémique dans le milieu de la sclérose en plaques sur l'ocrelizumab. Donc, vous savez, c'est ce médicament qui cible les lymphocytes B, qui va les éliminer et qui est administré par perfusion tous les 6 mois. Il y a eu des études contradictoires, mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de lymphocytes B de façon génétique. Ce sont des maladies qu'on appelle les gamma-globulinémies génétiques. Et il y a eu quelques publications de cas qui montraient que quand on a cette maladie génétique, on n'a pas de lymphocytes B, et pourtant, il y en a quelques-uns qui ont contracté la COVID-19 et qui s'en sont sortis, qui n'ont pas eu forcément de forme plus sévère de la maladie. Donc, les lymphocytes B, entre guillemets, ne sont pas indispensables pour avoir une réaction efficace contre cette infection. La polémique vient du fait qu'il y a eu en 2020 une étude italienne qui a été publiée, qui a montré dans l'ensemble des résultats, il y avait un petit résultat qui suggérait qu'il y avait un risque d'infection plus sévère par la COVID-19 chez les patients qui étaient traités par anti-CD20. Donc, grosso modo, c'est l'Ocrevus plus un autre cousin germain qui s'appelle le rituximab. Ça a été contredit par une étude espagnole où là, ils ont analysé les cas d'infection par la COVID-19 chez les patients
suivis et traités par des anti-CD20 et il n'y en avait pas plus. Un seul patient parmi ceux-là a été hospitalisé à cause du coronavirus. Et donc, les deux résultats étaient contradictoires. Et du coup, il y a d'autres auteurs qui sont allés regarder ce qu'on appelle dans une méta-analyse tous les cas publiés. Ils sont allés regarder dans la littérature toute publication sur le thème du coronavirus et de la sclérose en plaques, tous les cas publiés. Il y avait environ 900 cas. Et parmi les cas qui ont été répertoriés dans tous les articles, ils ont classé en fonction des traitements. Et donc là, on voit que dans ces 900 patients, il y en avait 10% qui n'avaient pas de traitement. Il y en avait quand même une grande partie qui était traitée par Ocrevus, d'où probablement le biais de l'analyse des résultats qui étaient publiés en Italie. Donc, un tiers des patients, plus d'un tiers, étaient sous Ocrevus et apparentés. Et puis, vous voyez tous les autres traitements qui sont représentés ici. Et les auteurs ont essayé de regarder un peu quel était le devenir de ces patients suivis pour une sclérose en plaques et traités ou non. Et ils ont classé par traitement. Ils ont mis en bleu la proportion de patients qui n'étaient pas hospitalisés. Et donc, en gros, il y avait 70% de toute la population qui n'a pas été hospitalisée et qui a présenté une forme légère. En jaune, ici, ce sont les patients qui ont été hospitalisés mais qui n'ont pas eu besoin d'aller ni aux soins intensifs ni d'être ventilés, représentés par catégorie de médicaments. En rouge, les patients hospitalisés et ventilés aux soins intensifs. Et en noir, les cas de décès. Et donc, quand on regarde, les patients hospitalisés ou décédés, c'est-à-dire les patients en noir, en rouge pour les soins intensifs et en jaune pour les patients hospitalisés non ventilés, on n'avait pas d'augmentation préférentielle de ce taux de cas sévères dans une catégorie de traitement en particulier par rapport ici aux patients non traités. Au contraire, on avait même l'impression qu'il y avait moins de cas sévères parmi les patients traités. Et en tous les cas, ça ne ressortait pas non plus de façon significative avec l'ocrelizumab. Donc, je pense que cette étude clôt le débat. Il n'y a pas de risque avec les traitements et il n'y a pas de risque avec les anti-CD20, avec l'Ocrevus. Probablement qu'il y a eu quelques divergences dans la littérature parce qu'il y avait des biais statistiques liés au fait que c'était la grande majorité des patients, un tiers, qui étaient traités par cette molécule. On a eu heureusement des recommandations par des experts et donc dans les différents pays, les experts se sont prononcés. Il y a eu des communiqués là-dessus aussi avec des communiqués par la Fédération internationale de la sclérose en plaques. Et ce qui ressort avec les traitements, c'est qu'il y a des choses assez claires, des risques assez bien identifiés. Ici, en gros, ils ont essayé de dire pour chaque catégorie de médicaments, est-ce que c'est prudent? Est-ce qu'il n'y a pas de danger à commencer le traitement pendant la pandémie? Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête le traitement pendant la pandémie? Et qu'est-ce qu'on fait chez un patient qui est infecté par le Covid-19 qui prend ce traitement-là? Et donc, vous voyez que pour des médicaments de première ligne, les interférons, la Copaxone, l'Obadjo ou le Tecfidera, il n'y a pas de risque. Le risque est très faible à faible. Donc, on ne peut pas l'affirmer à 100% parce qu'on n'a pas de données très larges, mais de façon théorique et de façon basée sur ce qui a été constaté, il n'y a pas de risque à démarrer le traitement, il n'y a pas de risque à le continuer, et même en cas d'infection, on peut continuer le traitement. La recommandation pour le Tecfidera, c'est quelque chose qui est assez classique. Si on a une lymphopénie, mais ça, c'est globalement assez classique, il faut peut-être considérer l'arrêt du traitement. Pour les médicaments comme le Tysabri, là aussi, les recommandations sont assez rassurantes. C'est juste que si l'infection tombe au moment de la perfusion, mais c'est ce qu'on fait avec toutes les infections, finalement, peut-être retarder la perfusion de quelques jours en fonction de l'état du patient. Pour le Gilenya, le Mavenclad et l'Ocrevus, les choses sont assez rassurantes aussi. Est-ce qu'on continue le traitement ou est-ce qu'on l'arrête? Je l'ai mis ici en rouge, en grand. Bien sûr, en fonction de l'inconfort du patient, il faut discuter avec le neurologue traitant parce qu'on sait que le fait d'arrêter, de ne pas continuer ces traitements expose à un risque de rebond de la maladie. Et donc, c'est à discuter au cas par cas avec le neurologue. Si vous avez ces médicaments, que vous attrapez le coronavirus, il faut toujours poser la question à votre neurologue qui connaît le mieux votre maladie, la façon dont le traitement contrôle votre maladie et le risque éventuel à l'arrêter ou à le suspendre. Les principaux risques, c'est finalement avec les médicaments immunosuppresseurs très agressifs comme le lemtradal enoventrone ou les greffes de cellules souches hématopoïétiques. Mais là encore, il nous est arrivé depuis 1 an chez des patients qui avaient une maladie hyper sévère, hyper agressive, pour lesquels on était persuadé que c'était les meilleurs traitements disponibles actuellement.
On a discuté avec les patients et en fonction du contexte familial, en fonction du type d'exercice professionnel, en fonction des possibilités de cocooner le patient et de le mettre en isolement pour le protéger du risque de l'infection, on a administré un traitement par l'Emtrada chez certains patients, y compris pendant la pandémie. Pour les corticoïdes, un petit mot sur le fait que dans certaines études, le fait d'avoir eu des corticoïdes dans les 30 jours précédant l'infection par la COVID-19 pouvait favoriser, donc augmenter le risque de faire une infection sévère. Et la recommandation, c'est de dire en cas de poussée, toujours rediscuter avec le neurologue, est-ce qu'il faut faire des corticostéroïdes en fonction de l'importance de la poussée, en fonction de la gêne fonctionnelle liée à la poussée. La dernière question, je vais aller assez rapidement parce que le docteur Belkir a finalement répondu à tout ce qu'on peut se poser comme question. Est-ce qu'il y a un risque pour les patients atteints de sclérose en plaques avec les vaccins? Pour l'ARN messager, moi, ce que je dis aux patients, c'est que vu le mécanisme d'action, vu la façon dont ces vaccins agissent, je ne vois pas sur le plan théorique, je ne comprends pas pourquoi il y aurait un risque spécifique lié à la maladie. Pour les virus atténués, donc l'AstraZeneca, il y a eu une petite polémique là aussi tout au début de l'étude où il y a eu, au moment où on a commencé à analyser les résultats, l'étude a été interrompue pendant quelques temps parce qu'il y a eu 3 cas d'inflammation au niveau de la moelle épinière. Il y en a eu un dans le groupe contrôle, c'est-à-dire un groupe qui était vacciné avec un vaccin contre le méningocoque, rien à voir avec la COVID-19. Il y a eu un cas chez un patient qui finalement avait une sclérose en plaques antérieure et c'était une coïncidence de faire une poussée à ce moment-là. Et il y a eu un cas 14 jours après l'administration du vaccin et les auteurs ont estimé, au vu de l'analyse du cas, qu'il n'y avait pas de lien avec le vaccin. Ce qui est rassurant, comme le dit le docteur Belkir, c'est que la grande majorité des Anglais ont été vaccinés avec AstraZeneca et on a des retours positifs de nos collègues sépologues en Grande-Bretagne parce que dans le lot des 30% maintenant des Anglais vaccinés, il y a aussi des patients atteints de sclérose en plaques et il n'y a pas eu de signaux d'alerte particuliers qui soient remontés. 2 dernières questions bonus. Premièrement, est-ce que les patients qui ont une sclérose en plaques sont prioritaires pour la vaccination? Ça, moi, je dirais qu'à mon échelle, c'est un débat de politique de santé publique. Il a été décidé de faire des recommandations en matière de priorisation, donc d'abord sur l'âge et ensuite chez les patients plus jeunes en fonction des comorbidités. Le Conseil supérieur de santé a défini des niveaux de priorité 1 chez les sujets plus jeunes qui ont d'autres maladies qui les rendent plus fragiles et donc qui leur donnent un accès prioritaire. Je tiens à préciser que ce sont des recommandations et que le Conseil supérieur de santé recommande de discuter au cas par cas avec le spécialiste qui suit les patients. La sclérose en plaques a été classée dans les maladies rares, vous voyez dans un grand melting pot avec plein d'autres maladies, comme une maladie potentiellement rendant les patients prioritaires. Et donc, vous pouvez être convoqué plus rapidement que ne le demanderait votre âge pour avoir ce vaccin. Deuxième question bonus, et je terminerai là-dessus. Est-ce qu'il y a des précautions, est-ce qu'il y a des délais particuliers avec les traitements pour la sclérose en plaques? Pour les traitements de première ligne, d'après les recommandations des experts, il n'y a pas de recommandation à interrompre ou à administrer le vaccin à un moment particulier par rapport au traitement. Donc, vous êtes convoqué, vous faites le vaccin, vous ne changez rien à votre traitement. Il y a aussi des données assez rassurantes pour le Tisabri, pour le Fingolimod. N'importe quand pendant le traitement, on ne change rien. Quelques particularités pour l'Ocrevus, parce qu'il y a des données qui, avec d'autres vaccins, tendent à suggérer qu'il y aurait peut-être une diminution de l'immunité, une diminution de l'efficacité de certains vaccins quand on est sous Ocrevus. Donc, ce qui est recommandé, c'est on fait une perfusion d'Ocrevus, on attend 4 mois avant de faire la première dose de vaccin. Et puis, si on a eu une dose de vaccin, il faut attendre 2 à 4 semaines avant de pouvoir refaire une dose d'Ocrevus. La même chose pour la cladribine et le Lemtrada, donc Mavenclad, Lemtrada. On donne 2 cures espacées de 1 an. On pense que la réponse serait meilleure 4 mois après la cure. Et donc, il est recommandé d'attendre 4 mois pour faire le vaccin. Et puis, si on a fait le vaccin, il faut essayer d'espacer de 2 à 4 semaines pour administrer la nouvelle cure. Pour les corticoïdes, attendre 1 mois aussi. De toutes les façons, quel que soit le cas, je vous invite à en discuter avec votre neurologue traitant parce qu'un cas n'est pas l'autre et qu'il y a peut-être des spécificités ou des adaptations qui sont nécessaires. Voilà, j'ai été un peu longue, mais je pense qu'en partie, j'ai répondu à des questions que l'audience se pose. Ma dernière recommandation, c'est en attendant, vaccinés ou pas, tous continuons à appliquer les règles
d'hygiène. Donc, continuons à porter les masques, continuons à nous laver les mains, à appliquer la distanciation sociale et le télétravail quand c'est possible et j'espère le plus souvent possible. Parce que pour l'instant, même si ça commence à faire long, même si ça commence à faire difficile pour tout le monde, on n'est pas sorti de l'épidémie et il faut conjuguer tous les efforts en attendant que les vaccins puissent faire leur effet et nous aider à nous sortir de cette situation. Je vous remercie et je coupe mon micro pour vous laisser éventuellement poser des questions.